J'ai 5 cartes mères Commodore 64 additionnelles. Et en voici une. Et est-ce qu'elle fonctionne, celle-ci? Bidouilleur, salut! Je poursuis aujourd'hui dans cette série de remises en marche du matériel Commodore 64 que j'ai reçu. C'est un lot qui a été remisé pendant de nombreuses années dans un environnement pas très contrôlé, disons. Vous trouverez un lien vers les autres vidéos de la série dans la description ci-dessous. Je vous invite à les visionner avant celle-ci. On peut donc s'attendre à n'importe quoi comme résultat avec ce lot, ce qui est intéressant. Aujourd'hui, je m'attaque à cette première carte mère. Celle-ci, je l'ai choisie dans le lot de 5. Celle-ci est la deuxième génération de Commodore 64, soit la version 250-407. C'est la version la plus fabriquée par Commodore, donc la moins rare si vous voulez. Je ne l'ai pas encore essayée, donc on va découvrir ensemble si elle fonctionne bien, étape par étape. Alors c'est parti! Voici donc le premier patient, ou en tout cas le premier candidat, je ne sais pas s'il fonctionne ou pas, je ne l'ai absolument pas testé. Vous le voyez tel que je l'ai sorti de la boîte. Il va y avoir définitivement du travail préliminaire à faire avant de mettre l'alimentation dessus. Pourquoi? Bien, regardez entre autres ici les broches du connecteur pour le clavier. Bien, c'est croché, je dois toutes les redresser. On note aussi qu'il y a certains circuits intégrés ici qui sont insérés de façon croche. Là. En tout cas, si c'est je ne sais pas si c'est je crois pas que ce sont les supports. Là. Je crois que c'est vraiment... non, c'est ça. Les pièces n'ont pas été bien insérées, ou en tout cas pas à fond. Si je continue, qu'est-ce qu'on peut noter sur cette machine qui a définitivement été retravaillée? Il n'y avait pas des supports sur le Commodore 64 d'origine. Alors ici, on a des supports de circuits intégrés. Il y a eu des puces de mémoire qui ont été remplacées. Ici, vraisemblablement, les condensateurs ont été remplacés aussi. C'était des condensateurs beaucoup plus gros. Je crois voir que la soudure a définitivement été retouchée. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Bon, ben, ils ont quand même essuyé la pâte thermique, là, de conduction thermique. On voit qu'il y a un fer à souder qui est venu fouiller près d'ici, puis qui a fait légèrement fondre la surface. Toutes ces 5 plaquettes-là ont définitivement été empilées l'une par-dessus l'autre. Il y a eu frottement ici, c'est clair. Là. La surface est toute usée. Le fusible semble correct à l'œil, en tout cas. Je ne l'ai pas mesuré. Le bouclier anti-émission radiofréquence, là, EMI, il a été enlevé certainement plus d'une reprise. Et d'ailleurs, il n'a pas été ressoudé partout. Ici, ce n'est pas soudé. Pas soudé ici non plus. Par contre, ça a été soudé ailleurs, mais on voit qu'il y a un léger décalage. Voici la soudure d'origine et juste à côté, le bouclier. Alors, la première chose que je vais faire, je vais retirer le bouclier. Je n'ai pas confiance, puisque c'est en métal. Bien sûr, il y a un carton entre le bouclier et la plaquette. Mais je ne suis pas confortable tel quel et mon petit doigt me dit que de toute façon, on va devoir faire quelque chose avec cette plaquette. Alors, ça sera à voir, là, mais je vais l'enlever, le retirer, essayer de le... on verra si je le remets ou pas. Je sais que beaucoup de YouTubers préfèrent ne pas le remettre, que ça ne sert strictement à rien. C'était uniquement pour passer les règlements du FCC américain, que ça avait été ajouté comme une idée secondaire. Alors, beaucoup de pièces ont été repoussées là, vers le bas. On voit là que c'est pas... les condensateurs ne sont pas tous dans la même position. Donc, vraiment, cette plaquette a été définitivement retouchée. Ça se voit à l'œil de plusieurs façons, comme je vous ai mentionné. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer le bouclier, je vais redresser les broches et je vais passer un pinceau partout. C'est pas qu'il y a énormément de poussière. Même, je vous dirais que, compte tenu là, de l'âge, c'est quand même assez bien. Mais je vais quand même en profiter. J'ai vu quelques toiles d'araignée. Je vais en profiter pour le nettoyer comme il faut. Et après ça, on verra à mettre l'alimentation dessus, voir s'il s'allume.
Bon, le ménage est terminé. Et voici le fameux bouclier. C'est vraiment juste un bouclier métallique avec un isolant en carton qui est inséré puis qui est bien sûr découpé à la forme exacte. Vous avez vu, j'ai redressé les broches, j'ai poussé à fond les circuits intégrés ici. J'ai vérifié l'orientation de tous les circuits intégrés. Il n'y a pas de problème. J'ai soulevé des condensateurs qui avaient été poussés à plat sur la plaquette. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de broche de court-circuité. J'ai donc fait un petit visuel rapide. Je ne vois rien là, de particulier du côté visuel à souligner. L'étape suivante, ce que je peux faire, c'est faire des mesures de résistance, au moins là, pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur les différentes tensions, sur par exemple le 5 volts. Là. Alors, je vais appliquer ici mon multimètre pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit sur les différentes tensions. Alors ici, il ne semble rien y avoir. Alors, il n'y a rien de particulier ici non plus. Je ne vois pas de court-circuit. Le fusible est bon. Maintenant, je vais vérifier le 5 volts. Je vais prendre n'importe quelle puce TTL. Comme ici, c'est un 14 broches. Donc, je vais me mettre à 14. C'est le VCC. 7, c'est la masse. Et je ne vois pas de court-circuit non plus. Je dois vous dire que j'ai mis le multimètre dans des échelles beaucoup plus basses. Donc, ça prend une résistance basse là, pour pouvoir voir un signal. Donc, présentement, il n'y a rien de court-circuit. Ça, c'est clair. D'accord? Alors, 5 volts pas court-circuité. Les condensateurs ne sont pas court-circuités. Je serais disposé à appliquer la tension sur la plaquette, voir qu'est-ce qui se produit. Alors, je fais les branchements. Alors, OK, j'ai tout repositionné. J'ai branché le signal vidéo et audio là, qui va venir sur l'écran ici. J'ai branché l'alimentation double. Donc, CA et CC. Tout semble correct. On a vérifié qu'il n'y avait pas de court-circuit majeur. Bien sûr, lorsque j'allumerai, je ferai des mesures de tension pour être certain que tout est nominal. Mais je me sens d'attaque pour mettre l'unité sous tension. Je n'ai pas branché de clavier pour l'instant. On verra ça après. On va voir si l'écran d'accueil va apparaître. Alors, j'allume l'écran ici. Et c'est parti. Et on a vu un flash. Ouf, OK. Oh. Out of memory error in 0. On va vérifier tout de suite les tensions pour être certain là, qu'il n'y a rien de mauvais. Le plus 5 est ici. On peut vérifier sur le régulateur directement. Ça, c'est correct. Plus 12. Ouais, ça, c'est correct. Les deux régulateurs sont corrects. Alors, je réessaie à nouveau. J'allume. OK. Alors, c'est toujours le même état. On a out of memory error à l'adresse, donc à la ligne 0. Ceci dit, on a le signe ready et on a le curseur qui clignote. Donc ça, au moins, c'est bon signe. Le microprocesseur fonctionne, tout semble correct. Ici, c'est comme si la mémoire était remplie et il nous dit qu'il n'y a plus de mémoire à la ligne 0. Donc, on va pouvoir brancher le clavier au moins pour vérifier si on liste s'il y a un programme ou quoi que ce soit. Là, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Et on a toujours ces deux caractères qui apparaissent ici. Alors ça pourrait être un problème de génération. Dans la mémoire de caractère, dans la mémoire d'affichage, il y a peut-être un trouble de ce côté. C'est le genre de choses qu'il va falloir prendre un à la fois. On a vérifié que les tensions sont correctes. Donc, c'est dur à dire à première vue. Ça va demander un peu de recherche, mais à tout le moins, je vais brancher le clavier tout de suite pour voir qu'est-ce qui arrive. OK, alors j'ai branché un clavier et puis on va pouvoir voir s'il y a réponse. Oui, il y a réponse. Ici, je liste le contenu basic là, de la mémoire. Bon, on s'aperçoit qu'il y a, on pourrait dire de la cochonnerie, définitivement. Là. Il n'y a aucun doute que ce n'est pas... c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait ce à quoi on s'attendrait. Ouais. Alors, il y a des commandes sinus hyperboliques, là, puis des open, puis non, clairement, puis c'est tous les mêmes numéros de ligne.
Alors, il y a quelque chose qui ne me va pas. Alors, ce que je peux essayer, c'est faire une réinitialisation sans éteindre l'appareil. Voilà. Et là, on va voir si... Bon, ça donne le même résultat, il semble bien. En effet. Bon, OK. Avant d'aller plus loin, là, je vais m'assurer que tous les contacts sont bons sur les supports. Donc, je vais bouger, même retirer les puces, mettre du nettoyant en contact et les rasseoirs en place. Peut-être que c'est ça le problème. C'est toujours possible qu'il y ait des mauvais contacts sur les circuits intégrés, la mémoire, des choses du genre. Alors, c'est la première chose que je fais et puis on verra ensuite. Alors, long travail, une puce à la fois. Incidemment, j'aime beaucoup utiliser cette arrache-broche, tout simplement. Ça s'insère très bien sous les circuits intégrés, particulièrement les plus gros comme ceci. Pour les plus petits, là, 14, 16, 18, 20 broches, on peut utiliser quelque chose de ce genre. Évidemment, il existe des extracteurs plus sophistiqués, mieux conçus. Mais pour les petites puces, ça va très bien. Pour les plus grosses, j'utilise ceci. Ouais, un jour, je vais probablement m'équiper de quelque chose de mieux. Mais pour retirer les grosses puces, en tout cas, moi, pour le nombre que je fais, ça va très bien avec ça. Ah, ces vilains supports de circuit intégré. Après toutes ces années, là, les broches sont assez collées dans le support et quand on retire le circuit intégré, il y a des risques, effectivement, que certains des contacts ressortent comme ça. Et ça, là, ça ne m'inspire pas confiance pour la suite des choses. Alors, je vais essayer de faire le meilleur travail possible là, pour ramener ça comme il faut. Pour vous montrer comment que ce sont des supports de M, je vais me retenir. Regardez ces deux broches ici. Les autres broches sont lustrées, donc l'étain semble encore assez lustré, mais regardez ces deux broches-ci sont mates. Alors pourquoi elles sont mates? Il y a donc eu oxydation quelconque sur ces deux broches et je ne vois pas vraiment de problème sur la puce vis-à-vis ces broches. Alors pourquoi? Aucune idée. Mais ça, c'est pas fort comme support. Pas fort. Alors, j'ai commencé à faire une inspection visuelle. En lisant sur des forums, là, on nous parle possiblement de problèmes de mémoire lorsqu'il y a des caractères qui apparaissent à l'écran, comme ça, qui ne sont pas censés apparaître. Ça peut être une des puces de mémoire. Mais j'ai commencé à analyser le dessous, toute la plaquette, les endroits où ça a été retravaillé, là, entre autres la RAM, et j'ai constaté aussi que cette puce, qui est une puce d'interface périphérique, 6526, et le 6510, qui est le microprocesseur, les supports ont été posés par celui ou celle qui a fait le travail de remplacement de la mémoire et visiblement le microprocesseur a aussi été remplacé. En faisant une inspection en dessous, un nettoyage et inspection avec une brosse à dents, je viens de m'apercevoir que cette piste, vous voyez la rangée de broches ici, regardez la piste juste à gauche, elle n'est plus attachée à la plaquette, je peux la bouger. Et je l'ai distancée parce qu'elle avait tendance à se tasser vers les broches. Alors, je n'ai pas d'idée si c'est ça le trouble. Il faudra quand même que je vérifie la continuité de cette piste. Elle semble faire la continuité. Ce que je ne sais pas, c'est si elle touchait à une de ces broches. Mais il va falloir définitivement remédier à ce problème. Et visiblement, cette plaquette a souffert. Donc, il est possible qu'il y ait des pistes qui soient coupées, endommagées à quelque part. Peut-être c'est juste un bit, une ligne de données ou une ligne d'adresse sur une des puces, par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Donc, je vais faire une inspection très minutieuse et je vais même mesurer les lignes d'adresse. Vous savez que les lignes d'adresse vont sur toutes les puces de RAM à partir du microprocesseur. Alors, il va falloir que je fasse un test de continuité pour m'assurer que ces lignes vont sur toutes les puces et qu'il n'y a pas de court-circuit non plus. Alors, j'ai du travail en perspective. Ouh! Alors, avec un peu d'analyse sur l'Internet et des forums de discussion et avec un peu de jugement, on suspecte que c'est probablement soit le microprocesseur, le CPU, soit la mémoire RAM,
ou soit le bus entre les deux qui aurait un problème, un trouble, soit une connexion ouverte ou une mauvaise puce ou quoi que ce soit. Alors, comme je vous ai mentionné à la suite de la découverte d'une piste qui est vraiment mal soudée, je me suis dit que peut-être qu'il y avait une broche de mal soudée ou une piste de coupée. Alors, j'ai mesuré toute la continuité de toutes les pistes, les 16 pistes d'adresse ici. Au total, il y en a 8 qui vont sur le MOX, 8 sur l'autre MOX. Ce sont des 74 LS 257. Et bien, les puces de mémoire, elles, ont besoin de 8 broches. C'est bien sûr pour encoder 64K d'adresse mémoire, ça prend 16 bits. Et comme chaque puce a seulement 8 bits de large sur le bus d'adresse, ça a besoin d'être passé en 2 transferts. Et c'est pour ça qu'il y a 2 MOX qui transfèrent en alternance les adresses à la mémoire RAM. Et comme chaque ligne d'adresse est commune à toutes les puces de mémoire, le bus d'adresse, par exemple la ligne A1, la ligne A1 va sur toutes les broches A1. Et donc, c'est assez facile si on veut vérifier la continuité. Je vous prends par exemple une des broches ici. Je peux retrouver sur les puces de mémoire RAM, je peux retrouver facilement que c'est la 4e ici, et je vais à la 4e de toutes les puces, les 8 puces, et je suis capable rapidement de vérifier la continuité. Alors, on fait ça pour les 8 lignes, et de l'autre côté des MOX, il y a 16 lignes qui vont jusqu'au microprocesseur qui est ici. Et donc, j'ai vérifié aussi ces 16 lignes entre le microprocesseur et les 2 MOX qui sont ici. Un MOX par groupe de 4 mémoires RAM. Et bien sûr, j'ai utilisé ces pinces qui sont bien utiles, qui nous donnent un meilleur accès aux différentes broches. On peut utiliser des pinces, des sondes avec accroche comme ça. C'est beaucoup plus facile. On se saisit à une extrémité et après ça, on va, avec par exemple un outil ou un pic, peu importe, on va sonder les autres broches. Alors ça va quand même assez rapidement. J'ai quand même passé une bonne trentaine de minutes à sonder et je n'ai rien trouvé qui n'allait pas avec ces broches. Donc j'ai entrepris, puisque c'était la prochaine étape, je suspecte que ça pourrait être la mémoire d'après ce que j'ai lu, j'ai entrepris de remplacer une à une les puces de mémoire. C'est 64 kilobits. Donc, c'est 64 kilo adresses de 1 bit de large. Donc, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5, 6, 7, 8. Les 8 bits, 64 kilo-octets. 1 bit par puce. Alors, j'ai remplacé la première puce ici, réallumé l'appareil, rien. J'ai remplacé la deuxième puce ici, allumé l'appareil, résultat. Wouhou! Problème réglé. J'ai même remis l'ancienne puce et le trouble est réapparu. J'ai remis une nouvelle et le trouble est définitivement disparu. Tout est retombé à la normale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette puce? Aucune idée. C'est un Micron, la compagnie, c'est une puce 4264. Il y en a une autre pareille. Ce n'est pas une 4164, mais de ce que je peux comprendre, les 4264 peuvent être des substituts pour les 4164. Pas l'inverse par contre. Alors, cette puce est tout simplement défectueuse. J'y allais en séquence et la deuxième sur laquelle je suis tombé, c'était celle-là qui causait effectivement le trouble qu'on voyait. La mémoire semblait pleine. Et il y avait ces 2 caractères des zéros qui apparaissaient. Alors, en fouillant souvent sur le web comme ça, on peut avoir des indices, bien que je n'ai pas d'outils, donc de cartouches pour faire des tests de base lors de la mise sous tension. J'ai réussi quand même à trouver le problème. Bien sûr, l'avantage ici, c'est qu'il y avait déjà des supports, donc c'était assez facile de faire des substitutions. Sinon, ça aurait été quand même tout un travail d'y aller comme ça à tâtons.
Il aurait peut-être fallu que je trouve une autre façon, que je fouille un peu plus pour trouver laquelle des puces est défectueuse. Et il y a des trucs, dépendamment de ce qui s'affiche à l'écran, il y a moyen de tester les différents bits juste en écrivant des commandes. Alors, dans ce cas-ci, je crois que ça aurait probablement été possible. Alors voilà, problème réglé. L'ordi qui s'allume maintenant. Qu'est-ce que je fais pour la suite? Ben, je vais quand même essayer le son. Je vais essayer le disque floppy. Au moins, c'est des fonctions de base pour être certain que tout semble normal. Alors, j'ai branché l'unité de floppy qui est juste ici en dessous sur la carte mère. J'ai aussi connecté un clavier. Le clavier, je vais le déposer comme ceci, temporairement par-dessus. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien. Ce qu'il y a de métallique, c'est en retrait par rapport au reste. Donc, il n'y a pas de risque de court-circuit. Je peux simplement déposer le clavier ici temporairement et ça va aller. J'ai bien sûr mis un carton de protection pour ne pas égratigner le dessus de l'unité floppy. Donc, c'est branché. Je suis prêt à faire la mise à feu. J'ai mis une disquette dans l'unité. Alors, j'allume l'ordi ici. Voilà. Et on va avoir oui, on a l'accueil. Bon. J'ai branché un haut-parleur aussi pour qu'on puisse entendre qu'est-ce qui se passe. Je vais faire un essai qui va vous être un peu familier, je crois. Alors, je vais simplement charger le programme à mémoire, comme on le fait à l'habitude. Voilà. Alors, il cherche présentement. Oui, c'est bon. Il a trouvé le programme. Donc, l'interface floppy semble bien fonctionner sur cette carte mère. Tant mieux. Et là, je vais bien sûr exécuter le programme. Et... Ah, bon, ben, vous savez c'est quoi? A mind is born? Un esprit est né? Vous en avez déjà fait jouer. Malheureusement, il n'y a pas d'audio. Est-ce que la puce SID est grillée? C'est possible. Je l'avais quand même retiré et j'avais nettoyé les contacts. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, visiblement, la puce SID est défectueuse. En tout cas, il semble bien. Je vais charger un autre programme d'essai. On va essayer de tester un peu mieux. Alors, pour mieux tester le son, je vais utiliser ce programme qui s'appelle le 64 Doctor. Et on peut tester différentes choses, le clavier, le vidéo, l'audio, manette de jeu, disquette, ainsi de suite. Alors, j'ai bougé, j'ai sélectionné l'audio, vous voyez, c'est ce qui clignote. Voilà, alors on part, le test. Et je vais toucher la broche 27, qui est la sortie audio, sur la puce SID. Il n'y a rien de bon qui sort de la puce SID, d'aucune des trois voies. Donc, la puce SID semble avoir un trouble. Étant donné qu'il y a un support, je vais retirer la puce SID d'une autre carte mère et je vais la mettre en place pour voir si ça règle le problème. Bon, alors j'ai éteint le tout, j'ai remplacé la puce SID par une autre. Il y a une ligne blanche dessus, mais il ne faut pas s'en faire outre mesure. Je crois que ça date lors de la fabrication, là. J'ai redémarré et rechargé le programme. Alors, on va faire un essai audio pour voir si tout cela fonctionne. Alors, je lance le test. Bon, la voix 1 ne fonctionne pas. On entend un buzz, c'est tout. On va voir les autres voix si ça fonctionne. Oh. Bon, il y a quelque chose, mais d'expérience, là, pour l'avoir essayé sur mon autre Commodore 64, c'est pas comme ça que c'est censé de se comporter. Bon, ça c'est la voix 3. Bon, on a vu que c'était mieux, mais il y a quand même un buzz qui sort qui est pas normal, là. Alors, non, c'est pas concluant. C'est-à-dire que c'est mieux, mais ce n'est pas encore parfait. À se demander si je vais trouver une puce SID qui fonctionne bien. Il n'y a rien à faire. Aucun des 5 SID que j'ai récupéré des autres plaquettes n'est parfait à 100%. Ils ont tous un petit problème avec une ou l'autre des voix, ou les trois. Donc, je vais laisser ce SID-ci, qui est le moins pire, le moins mauvais,
Donc la voie 3 fonctionne bien, la voie 2 moyen, la voie 1 elle est plus faible. Donc ça va nous permettre quand même d'entendre la musique, entendre ce qui se passe. Mais les différents niveaux sonores et les effets, lorsqu'on roule un programme, des jeux, peu importe, ne seront pas tout à fait fidèles à la réalité. Mais c'est le prix à payer. Les puces SID sont très difficiles à trouver de nos jours, malheureusement. Alors sinon, j'ai roulé un test de mémoire RAM, comme vous voyez ici, et le crochet indique que y a passé. C'est un test qui couvre seulement 50 000 des 65 536 adresses. Là. Ne peut pas tout couvrir puisque le programme lui-même utilise de la mémoire et vous savez que la ROM est chargée en mémoire aussi. Mais 50 kilos, c'est quand même la vaste majorité de la mémoire utilisable. Et le test a passé sans difficulté. Donc, je vais considérer que, évidemment, mis à part la puce SID, je vais considérer que cette plaquette carte mère, elle est bonne. Lorsque j'aurai une manette de jeu, puisque j'en ai commandé une, ben, je pourrais essayer des manettes, des choses comme ça. Mais sinon, tout semble correct, la vidéo est bonne. Alors, je l'ai appelée cette carte mère la numéro 1 et elle est bonne. Je suis peut-être allé un peu vite à déclarer toutes mes puces SID comme défectueuses. J'ai passé un peu de temps à les tester et il va falloir que je roule des tests de forme d'onde additionnelle en utilisant un oscilloscope. Ça pourrait faire partie d'une autre vidéo. Et voyez-vous de l'intérêt? Dites-le moi dans les commentaires sous cette vidéo. Autre chose, l'utilisation d'un pinceau là, pour la peinture, ce n'est finalement pas une très bonne idée. Côté décharge électrostatique, les fameuses DES. Après tout, la plaquette est couverte de puces CMOS. Bon, les chances sont faibles qu'il y ait dommage compte tenu de l'étendue des plans de cuivre et du fait que c'est tout un assemblage complété. Bon, tout ça fait qu'il y a une certaine dissipation des charges. Mais je me suis depuis commandé un ensemble de brosses exemptes de DES. Pour le prix, moins de 10 $, on s'évite des problèmes potentiels. En plus, j'ai manqué de rigueur dans mes précautions à prendre. J'ai pensé un peu tard à apporter mon bracelet antistatique quand je manipule les puces individuellement. C'est vrai que c'est l'été ici et que le taux d'humidité est plus élevé, ce qui aide à dissiper les charges. Mais ça ne fait pas de mal de porter le bracelet et ça garantit une tranquillité d'esprit. Après tout, plusieurs de ces puces sont désormais difficiles à trouver sur le marché et elles sont très onéreuses. Ah oui, j'ai finalement collé la piste qui n'était plus attachée au PCB avec un peu de colle, une colle qui demeure flexible. J'aurais pu utiliser de la colle au cyanoacrylate ou même un peu de colle époxy, mais je préfère une colle flexible car on peut plus facilement la retirer si nécessaire. J'ai été relativement chanceux dans ce déverminage. Pour la carte numéro 1, il y avait présence de supports à circuit intégré sur la RAM et le type de trouble bien documenté sur les forums. Mais que fait-on quand l'ordinateur refuse tout bonnement de démarrer, écran noir? On peut utiliser une cartouche de déverminage de mortalité, si vous me permettez l'expression. Ce genre de cartouche appelée Dead Test, insérée dans le connecteur d'expansion, permet par de simples clignotements à l'écran de déterminer très souvent où se situe la panne. Je verrai avec les autres plaquettes Commodore 64 s'il est nécessaire que je m'en procure une. À suivre donc. Dans la prochaine vidéo, je vais m'attaquer à la plaquette numéro 2 que j'aurai pigée au hasard dans le lot des 5 plaquettes Commodore 64 que je possède. Qui sait, il y aura peut-être du déverminage à faire. Donc, je vous invite à demeurer à l'écoute de ma chaîne Électrobidouilleur sur YouTube pour la suite de cette série et pour aussi d'autres vidéos sur bien d'autres sujets touchant l'électronique. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour être avisé de mes nouvelles publications de vidéos. Merci et à la prochaine!